Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 17 de Koh Lanta, le totem maudit. Épisode final avec tout d'abord une épreuve des poteaux et une règle inédite, la règle du poteau maudit qui avait été annoncée lors de l'épisode précédent. Ensuite, le choix des finalistes a été totalement différent cette saison avec un finaliste de plus qu'à l'accoutumée. Évidemment, on va parler du conseil final avec des explications franches et des candidats qui ont vraiment pas mâché leurs mots. Et enfin, les quelques éléments marquants de la phase en direct et puis l'analyse du résultat du vote final. L'épreuve des poteaux a été assez courte cette année puisqu'elle s'est terminée en pile 2 heures au moment où Jean-Charles est tombé. Mais l'élément le plus marquant a été qu'on nous a expliqué quelle serait la règle concernant le poteau maudit, donc le poteau de Bastien qui n'a réussi à se qualifier pour les poteaux qu'après une deuxième orientation disputée contre Ambre. Et bien tout simplement, Bastien se voit attribuer un poteau qui a une clavette de moins que les autres jusqu'à 1h30, ce qui signifie qu'il démarre sur un poteau plus petit. Dès le début de l'épreuve, il doit retirer une première clavette et puis au bout d'une heure, quand tout le monde passe sur un poteau de 15 cm x 15 cm, lui doit déjà passer sur un poteau encore plus petit. Au bout d'une heure et demie d'épreuve, tout le monde doit enlever une clavette, sauf Bastien, ce qui fait que ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Alors comme l'a fait remarquer Denis, Bastien réussit à annuler cette malédiction du poteau maudit puisqu'il a tenu jusqu'à l'heure et demie, donc il est arrivé à ce moment où tout le monde était à armes égales. Cependant, je pense qu'il a été quand même nettement désavantagé par son poteau maudit puisqu'il a été en difficulté immédiatement dès le début de l'épreuve. On le voyait beaucoup plus instable que les autres et donc forcément il doit déployer un effort bien plus conséquent, ce qui fait que quand ils arrivent tous ensemble à 1h30 avec le même poteau, forcément lui est plus fatigué, a moins de capacité de concentration. C'est François qui tombe en premier au bout de 1h34, donc 4 minutes sur le poteau de 10 x 15 cm, c'est vraiment pas facile de tenir dessus. Et puis peu de temps après, 1h40, Bastien qui craque finalement après avoir fait plusieurs sauvetages assez miraculeux. Il s'est vraiment battu jusqu'au bout mais il n'a rien pu faire. Il devait une fois de plus être fatigué par les efforts déployés dès le début de l'épreuve. On se retrouve donc avec une finale sur les poteaux entre Géraldine et Jean-Charles et là on se rend compte que le rapport de force est assez clair. Géraldine a l'air assez stable tandis que Jean-Charles est à la lutte en permanence parce qu'il a l'air non seulement d'être plus déséquilibré et même quand il arrive dans certaines phases à être équilibré, à être plutôt tranquille, il a l'air de beaucoup souffrir, il grimace beaucoup, ça donne l'impression qu'il a très mal aux pieds. Il n'a pas détaillé plus tard pourquoi il avait eu tant de difficultés, mais en tout cas il grimace énormément et on le voit, il se replace et je pense pas m'avancer beaucoup en disant que c'est quelque chose de très risqué, surtout dans une phase où la surface est aussi petite. Lui il est obligé de décaler ses pieds en permanence, donc à chaque fois qu'il fait des espèces de mini transferts de poids pour essayer de se soulager un peu, bah c'est un risque de plus de tomber. Donc on a vraiment vu Géraldine dominer cette fin d'épreuve et c'est assez logiquement qu'elle emporte la victoire. Vient ensuite le moment fatidique du choix des finalistes et là on apprend qu'il n'y aura pas 2 finalistes mais 3 finalistes dans cette saison, donc une seule personne va être déçue à l'issue de cette épreuve des poteaux et le mode de choix des finalistes est aussi un peu particulier. Le principe c'est le gagnant choisit le 2e finaliste qui lui-même choisit le 3e finaliste. Donc c'est Géraldine qui prend une première fois la parole et c'est vrai que là j'ai trouvé ça un peu lourd, hein, leur façon de se mettre en scène etc. C'est sans doute parce qu'ils savent qu'ils sont filmés etc. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de qualité. On a l'impression qu'ils essayent de faire durer le suspense. Alors j'ai envie de dire TF1 fait ça très bien, la production fait ça très bien, donc vous soyez franc, soyez direct et puis cherchez pas à vous justifier 100 000 ans. François derrière fait exactement la même chose. Je vais choisir quelqu'un qui a des qualités humaines, quelqu'un qui a été exceptionnel dans l'aventure. Je me rappelle plus ce qu'il dit, mais en tout cas j'ai envie de lui dire c'est bon, crache le morceau une bonne fois pour toutes, qu'on puisse avancer. Finalement c'est Jean-Charles qui est déçu et ça c'est vraiment le truc qui m'a surpris. Alors surpris finalement quand on y réfléchit, c'est pas si surprenant quand on voit le reste de l'aventure, mais on avait vraiment l'impression d'une montée en puissance de Jean-Charles. Une 2e place sur les poteaux, c'est quand même pas du tout ridicule, mais quoi qu'il arrive, Jean-Charles n'est jamais choisi pour les trucs positifs. Et je voudrais revenir là-dessus de manière un peu plus générale, c'est que dans son aventure, il a vraiment pas pu compter sur grand monde. Pourtant,
Il fait preuve, du point de vue du téléspectateur, d'un état d'esprit assez extraordinaire, puisqu'il n'est jamais en colère, il comprend toujours, il est toujours souriant, même dans les moments difficiles où il dit c'est un peu dur de perdre tout le temps, il arrive à garder le sourire, à positiver. Comme il le dit au dépouillement, il n'y a que pour les épreuves éliminatoires que ses compagnons d'aventure l'ont choisi. Pourtant ses réactions sont très humbles, il est tout en retenue, même quand il parle du deuil de sa mère, quand Denis l'interroge juste avant l'épreuve, moi je trouve qu'il reste assez classe, assez réservé, tout en parlant honnêtement, donc c'est vraiment le bon équilibre pour moi. Il était aussi assez marrant quand il commençait à prendre la confiance, par exemple, après l'épreuve d'orientation, il avait dit aux autres qu'il les avait pourris, mais une fois de plus, c'est Jean-Charles, ça passe très bien, c'est pas quelqu'un qui va commencer à t'expliquer qu'il a été génial parce qu'il a fait ça, ça, ça et ça. Non, il le dit une fois, c'est fini, ça fait marrer tout le monde et puis c'est bon. Il a eu une réaction aussi assez mythique quand Denis a annoncé devant le jury final qu'il avait tenu 2 heures sur les poteaux. Il a fait un espèce de mouvement de gloire là comme ça en mode je chauffe la salle. Et pareil, comme c'est lui, ça fait marrer, ça passe super bien. Mais il n'empêche que ça n'a pas suffi. Sans doute il avait un caractère un peu trop lisse pour être réellement attachant. Quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, toujours d'humeur égale en fait. C'est pas forcément une personnalité très marquante. Et puis il parle souvent de toutes les discussions perso qu'ils peuvent avoir et qu'on nous montre pas parce que ce serait pénible, ce serait juste ultra barbe dans l'émission. Mais eux, c'est comme ça qu'ils tissent des liens forts en se racontant leur vie, tout simplement, hors caméra. Et on peut supposer que Jean-Charles, justement, en étant assez pudique, n'a pas réussi à créer de liens très forts avec les autres aventuriers. Le conseil maintenant. Le conseil, alors la première chose qui m'a marqué, c'est que l'arrivée d'Ambre a été glaciale. Il n'y a pas eu un mot, il me semble qu'il n'y a pas eu même de bonjour ou de « Oh, t'es comme ça, machin, oh, t'as été éliminé », rien du tout. C'était quand même assez étonnant. Mais alors c'est rien par rapport à l'ambiance quand François s'exprime. Alors là, quand François arrive et décrit un peu son aventure, et quand on doit lui poser des questions, alors là, ça attaque sévère. Ça a commencé par Yannick qui attaque directement François concernant sa propre élimination. Ce à quoi François répond, bah écoute, effectivement, à la base, le plan, c'était de pas t'éliminer, mais on avait dit si Fouzi est en danger, on éliminera Yannick, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une bonne ligne de défense, c'est assez cohérent. Par contre, là où il s'en mêle un peu les pinceaux, c'est qu'il dit, moi, je ne suis pas stratège par nature. Ça, c'est un peu gros, ça fait même marrer tout le monde, parce que tout le monde sait qu'il a été le plus gros stratège de cette saison, c'est clair, même pour les aventuriers, c'est pas clair que pour nous. Colin profite de cette déclaration un peu maladroite pour enchaîner et dire qu'il est clairement manipulateur en disant qu'il essaye de mettre dans la tête des autres qu'il n'est pas stratège alors qu'en réalité c'est un grand stratège, ce à quoi François répond de manière un peu agressive mais c'est bien envoyé, que Colin lui-même n'a pas su tenir ses engagements auprès des jaunes en allant aux ambassadeurs. Donc du coup, Colin, il n'a pas grand-chose à répondre à ça, mais il précise quand même que c'est gonflé de la part de François d'essayer de faire croire qu'il n'est pas stratège. Et puis, peu après, il y a Yannick qui revient à la charge et qui attaque sur le cas Nicolas et qui demande si Nicolas donnait des informations au rouge. Ce à quoi François répond, Nicolas était neutre. Et Yannick, il est un peu blasé là, il en a un peu marre de pas avoir des aveux clairs parce qu'il sait très bien que Nicolas était pas neutre, que Nicolas donnait des tas d'informations au rouge. Et puis en creusant un peu, François lâche, il nous disait on va voter par exemple sur un rouge. Donc il nous disait pour qui les jaunes allaient voter. Donc en gros, Nicolas était neutre, mais il plombait complètement une équipe en donnant toutes les infos à l'autre. Et donc ça, c'est quand même une façon bien bizarre d'être neutre, et je pense que personne n'est dupe. Après, forcément, on en vient à l'intéresser, Nicolas qui ne reconnaît toujours pas le jeu qu'il a joué. Il dit « je votais avec les jaunes ». De toute façon, là, pour le coup, il est cohérent, il tient toujours la même ligne de conduite. « Je votais avec les jaunes ». Anne-Sophie lui fait remarquer « oui, mais c'était pour ne pas te faire démasquer ». Il répond « pour ne pas me faire démasquer de quoi ? De quoi ? Moi, j'étais jaune, je votais avec les jaunes. La plus grosse mauvaise foi de la Terre. » Et enfin, dernier des sujets sensibles abordés pendant ce conseil, l'élimination de Luana. Ils n'ont pas grand-chose à répondre concernant l'élimination de Luana. De base, ils ont trahi Luana, quoi. C'est clair et net. Ils n'ont pas forcément essayé de beaucoup se défendre là-dessus. Ils ont juste dit que ça avait été très dur et qu'ils l'avaient très mal vécu. Bon, voilà, ils n'ont pas trop de ligne de défense. François a donc été mis en grande difficulté pendant ce conseil. Pourtant, je trouve que c'est lui qui sort le meilleur discours. Si on regarde un peu en substance les points évoqués par les différents candidats, vous avez Géraldine, moi que je trouve la moins convaincante, mais après c'est extrêmement personnel.
hein, pour le coup, là c'est vraiment pas une analyse objective quoi que ce soit. Géraldine dit je n'ai pas envie de vous convaincre de quoi que ce soit. Déjà de base, et ça je trouve ça un peu idiot, le but c'est quand même de gagner, à moins de pas être sincère, enfin bon voilà, pour moi vous devez venir pour gagner, donc vous devez essayer de convaincre les candidats de voter pour vous. Ensuite elle parle de ses enfants et du girl power. Honnêtement pour un aventurier de Koh-Lanta, je trouve pas que ce soit très convaincant. Ensuite Bastien, lui il dit, ça c'est assez classique aussi, ça revient souvent, je suis resté moi-même, en gros nature peinture il dit. Ensuite je dois m'ouvrir un peu plus, je dois profiter de ma famille. Bon, voilà, il a appris des choses sur lui-même, mais ça reste assez général. Seul le petit point d'humour, vous avez tous bien mangé, bon, c'est bien vu. Et puis François, moi je le trouve plus convaincant parce qu'il parle plus de Koh-Lanta, de son rapport avec le jeu, de ce qu'il a fait, qu'il aime le délire de la vie dans la nature un peu depuis qu'il est tout petit. Donc ça c'est important, ça ramène à Koh-Lanta en fait, ça ramène au côté aventurier. Il parle de ses propres limites, c'est un peu personnel, mais ça fait partie de l'esprit du jeu, moi je trouve. Et puis l'expérience humaine, pareil, assez classique, mais aussi importante dans Koh-Lanta. Et il vend les associations. Alors pour moi, il faut vraiment élire le vainqueur en fonction de son parcours et pas en fonction de ce qu'il va faire de l'argent après. Mais bon, ça pareil, c'est une opinion personnelle. Par contre, je trouve le dernier argument assez pertinent, la fierté d'être vainqueur, tout simplement. C'est simple, mais faut quand même le rappeler, quoi. T'es quand même vainqueur de Koh-Lanta, c'est pas rien. Faut quand même y arriver, quoi, à se taper les 38, 39, 40 jours, c'est quand même pas rien, et je trouve que c'est normal d'être très fier d'être arrivé au bout. Donc voilà, du coup François, c'est vrai qu'il a ce côté un peu monsieur remarque bateau, surtout dans l'interview en tout début d'épisode, là c'était vraiment des lieux communs quoi, mais ça reste le plus centré sur le jeu, le plus centré sur l'aventure. Sur cette chaîne, c'est une chaîne Koh-Lanta, je tiens donc à soutenir ce genre de candidat. Et enfin, on termine avec le direct à Paris. Le premier élément marquant pour moi, c'est que Jean-Charles a quand même eu le droit à une arrivée très triomphale. C'était tout à fait particulier comme statut. Il n'a pas été finaliste et pourtant, il a eu le droit à l'arrivée devant tout le monde hein, alors que les autres aventuriers étaient déjà tous assis. C'est quand même cool de voir Jean-Charles mis à l'honneur comme ça, lui qui a eu une aventure justement humainement ou au niveau de ses alliés en tout cas si difficile. Autre sympathique clin d'œil, le collier non trouvé sur l'île qui a été offert à Seta en hommage à son collier imaginaire qui a duré tant d'épisodes. Donc ça j'ai trouvé que c'était aussi très bien joué de la part de l'organisation. Et puis l'élément le plus important de cette partie en direct, c'est qu'on a quasiment un Nicolas qui assume le jeu qu'il a mené et qui assume la mauvaise foi dont il a fait preuve. Après, il ne le décrit pas comme ça, mais on comprend les discours qu'il a tenus. Il a dit, du début à la fin, j'essaye d'être fidèle à mon alliance des Verts. Moi, je ne suis plus dans le jeu, certes, mais en fonction de ce que je vais dire à la résidence et en fonction de ce que je vais dire au jury final, je peux avoir une influence sur les votes et donc faire gagner ou faire perdre François ou Ambre. Et c'est pour ça qu'il a tenu cette ligne de conduite de dire qu'il n'y a jamais eu de stratégie parce que selon lui, c'est quelque chose qui aurait pu porter préjudice à ses anciens coéquipiers. Franchement, bien joué. Je sais pas si ça a marché une fois de plus, mais sur la démarche au moins, on comprend tout, on comprend la logique et pour moi c'était une vraie révélation. Alors ce qui est un peu délicat, c'est pourquoi il l'a pas dit en facecam, parce que c'est quelque chose qui joue sur sa relation avec les autres aventuriers, mais il aurait pu expliquer, en particulier en facecam à la résidence du jury final. Voilà, je tiens un discours qui est objectivement très éloigné de la réalité, qui est très difficile à tenir, mais je reste sur mes positions pour protéger Ambre et François. Ça, il aurait pu le dire face caméra, il l'a pas fait et ça reste quand même un mystère parce que si ça avait été une volonté de la prod de ménager la surprise pour le dernier épisode, et ben Denis aurait beaucoup plus insisté dessus. Et là, j'ai trouvé que Denis n'a pas vraiment cherché à monter le truc. Lui qui aime bien, à chaque fois qu'il y a une petite remarque, creuser un petit peu pour essayer de créer un buzz, créer quelque chose d'intéressant, créer un retournement de situation. Là, pas du tout. Il aurait pu demander à Nicolas, ah bon, mais donc finalement, vous reconnaissez, après avoir nié pendant des journées entières, vous reconnaissez que vous avez joué double jeu. Et là, potentiellement, Nicolas aurait peut-être dit oui, mais finalement on n'a pas eu d'aveu extrêmement clair. On a quand même eu une explication de sa logique de jeu et ça c'était vraiment cool. Quand on regarde les votes maintenant, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que selon moi ça reflète la saison, ça reflète la continuité de toute la saison. On a vu une saison avec une opposition très forte
entre les rouges et les jaunes qui a perduré très longtemps et ça se retrouve dans les votes. Pourquoi? On voit que en gros les rouges votent François et en particulier les ex-verts, donc Nicolas, Ambre, Pauline et puis Fouzi qui est un rouge bien intégré on va dire. Et puis on voit que ceux qui votent pour Géraldine sont ceux qui ont des petits problèmes avec justement cette logique de couleur. On voit d'abord Olga qui chez les jaunes avait des problèmes justement parce que ils étaient dans une logique d'ex-bleu encore au sein du groupe jaune, donc elle se sentait pas très intégrée chez les jaunes. Vous avez Maxime. Maxime clairement il s'est senti en danger plusieurs fois chez les rouges. Les stratégies de François et Nicolas souvent étaient faites à ses dépens en le mettant grandement en danger, donc on comprend qu'il n'ait pas du tout eu envie de voter pour François. Et puis Louana, bon bah Louana, est-ce que j'ai besoin d'expliquer quoi? Louana trahi par François et puis pas forcément d'affinité avec les ex-jaunes, donc du coup elle vote Géraldine. Il reste quand même un mystère, c'est le mystère du vote de Jean-Charles. Jean-Charles, il donne l'impression de pouvoir voter à peu près pour n'importe qui, il l'explique d'ailleurs en facecam. À titre personnel, je suis quand même très content du résultat parce que ça permet à François de gagner la saison. Je trouve que c'est lui qui a eu le jeu le plus spectaculaire, qui a pris le plus de risques, qui a pris le plus de décisions, qui a été le plus fort en épreuve. Enfin, il y a vraiment une logique dans le fait que François ait gagné à moitié on va dire cette saison. Il amène un maximum de rouges et des rouges assez soudés, ça c'est grâce à lui jusqu'à l'orientation, ce qui fait que ils sont majoritaires au jury final. Par contre, à force de faire des stratégies, il s'en mêle un peu les pinceaux et il perd Maxime et Louana en cours de route et c'est ce qui lui coûte la victoire complète dans cette saison. Bon ben voilà, c'est fini, c'est fini Koh-Lanta le totem maudit. Pour moi c'était une super saison, alors n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les pagonging, moi les pagonging ça me dérange pas. Avoir une opposition de couleurs, je trouve ça finalement logique, c'est la continuité de la phase en équipe qui se retrouve dans la phase individuelle et ça me plaît beaucoup. Après il faut dire ce qui est, pour moi elle a été un peu dure à suivre cette saison, vous l'avez remarqué, il y a plein de vidéos qui sont sorties très en retard, ne serait-ce que celle-là qui sort très en retard. Cette semaine honnêtement j'avais pas accès à internet donc forcément pour regarder Koh-Lanta et pour faire des vidéos c'est compliqué. Pour en revenir à la saison, je vais pas non plus dire que c'était la saison parfaite, il y a eu le totem maudit qui était pas toujours incroyable, il y a eu les bracelets maudits qui ont eu l'effet inverse puisqu'ils ont protégé Yannick jusqu'à la réunification. Je trouve quand même qu'il y a eu assez peu d'interventions artificielles et trop impactantes de la prod sur le déroulement du jeu, comme ça peut être le cas dans d'autres saisons. Il y a eu juste une chose qui était un peu dommage finalement, c'était les avantages donnés à Jean-Charles et à Olga après qu'ils ont survécu à l'épreuve éliminatoire. Sur le moment, j'ai trouvé ça génial et j'ai dit que Jean-Charles était un génie. Bon, avec le recul, la stratégie, elle lui a quand même été servie sur un plateau parce que les avantages étaient vraiment énormes. Il a vraiment été guidé dans cette stratégie, on va dire. Donc, c'est vrai que ça, c'était peut-être un peu gros. Maintenant, sur les trucs de base qui font une bonne saison de Koh-Lanta, moi, je trouve qu'on a eu des candidats quand même assez charismatiques qui n'ont pas peur de s'exprimer pour certains d'entre eux. Enfin, il y en a quand même certains qui avaient vraiment pas peur de jouer. Dès le début, même les plus discrets se sont bougés pour rester dans l'aventure. On l'a vu avec Seta, mise en difficulté rapidement et qui finalement arrive à mettre des choses en place, arrive à aller chercher du manioc alors qu'elle n'est pas une personnalité très extravertie. Des candidats qui nous racontent toujours un peu des bêtises en facecam pour avoir une image bien propre, mais dans l'ensemble quand même on arrive bien à suivre le jeu. De ce que j'ai pu entendre, les audiences sont un petit peu en baisse par rapport à d'habitude, alors c'est peut-être aussi lié à un phénomène de lassitude, les saisons sont très rapprochées en ce moment. En tout cas, personnellement, je garderai un très bon souvenir de Koh-Lanta, le totem maudit.